Bonjour, Ou bonsoir. bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science. Mais pas trop longtemps. Juste le temps d'un lapin. Bonjour Vincent. Bonjour Marie. Aujourd'hui, c'est rubrique littérature avec un article que tu as lu récemment et dont tu avais envie de nous parler, c'est ça? Tout à fait. C'est un article qui est paru dans Musculoskeletal Science and Practice. Alors c'est le volume d'octobre, mais qui est déjà disponible. D'accord. Et il s'intitule Impact of Flare-ups on the Life of Individuals with Low Back Pain, a Qualitative Investigation. Merci pour l'effort. The Serial Killer. Est-ce que Vincent, déjà, tu pourrais nous traduire le titre de cet article? Oui, c'est bien, ça permet aussi de faire un peu de vocabulaire. Ouais. Donc il faut savoir que flare-ups, elle est poussée. Et donc le titre, je le traduis de la manière suivante, c'est l'impact des poussées lombalgiques sur la vie des patients. C'est une investigation qualitative. Je pense que j'aurais traduit de la même manière. Bien. Donc tu es en avance du coup sur un truc qui vient du futur. Aujourd'hui, c'est Retour vers le futur dans la littérature scientifique. Très bien, j'adore ce titre. Et c'est Dominique Tan qui écrit avec Hodges, Costa, Ferreira et Setchell. Ok. Exactement. Sachant que dans le paquet, on a Dominique Tan, qui est kinésithérapeute, et Jenny Setchell est psychologue. Elle a un PhD en psychologie. Elle est expérimentée dans les recherches qualitatives. Alors, pourquoi cet article? Il m'a paru intéressant parce que en recherche clinique, on a beaucoup d'études qui sont quantitatives, où on va chercher à évaluer l'amélioration d'un score, l'amélioration d'une donnée mesurable chiffrée. Ça peut être une amplitude, ça peut être une force, ça peut être une vitesse, tout un tas de choses, un résultat à un questionnaire par exemple. Et là, c'est une étude qui est qualitative, donc qui essaye de s'intéresser à ce qui ressort du vécu des individus. Ça peut aller de leur satisfaction à comment ils se sont sentis, quelles ont été leurs difficultés. C'est des études qui sont un petit peu plus vastes et qui commencent à se développer dans le domaine de la recherche, notamment sur tout ce qui est musculo-squelettique. Parce que c'est bien beau d'améliorer des amplitudes et tout ça, mais si le patient a encore des peurs, a encore des difficultés, ou si on n'améliore pas tout le reste dans ce versant biopsychosocial, finalement on n'a peut-être amélioré qu'un aspect de la pathologie. Donc c'est pour ça que quand il est passé sur Twitter, il m'a interpellé et je me suis dit, comme j'avais un petit peu de temps à ce moment-là, je vais le lire et voir ce que ça donne. Et j'ai pas été déçu. Donc tu as choisi cet article parce qu'il t'a interpellé et qui correspond à des choses que toi comme moi, on est en recherche actuellement pour compléter notre vision de la douleur lombaire qui dure et pour aller voir un peu plus loin. Est-ce que du coup, tu peux commencer à nous parler de cet article? Oui. Alors cet article, il commence en faisant un constat, encore une fois, que l'aspect qualitatif est peu investigué dans la littérature sur les troubles musculo-squelettiques et que malgré tout, ils ont des informations sur les changements psychosociaux liés à la lombalgie chez les patients qui ont des poussées, qui sont en cours de poussée de lombalgie ou pas, mais que ces informations, elles sont surtout issues de déductions obtenues à partir d'études quantitatives. C'est-à-dire que dans la discussion d'une étude quantitative, les auteurs font remonter des informations que leur ont communiquées les patients sans avoir cherché à vraiment étudier les recoupements entre les informations données d'un patient à l'autre. Et du coup, eux, ils se sont attelés à ce genre de travail. Là, c'est une étude qui a été montée spécifiquement pour ces données-là et pour les changements sur la qualité de vie des patients habitués à la douleur lombaire et qui expérimentent à cet instant-là une poussée. Tout à fait. Alors, pour ce faire, ils ont créé un questionnaire qui est quand même assez important puisqu'il comporte 59 questions. Ils évaluent la durée de réponse à 30 minutes par patient. Et chaque question a mené une réponse, soit il y avait un petit espace pour une dissertation libre, soit il était demandé 3 mots au patient pour qu'il puisse répondre. Et dans cet article, ils ont exploité les résultats à une seule question, ce qui veut dire que potentiellement on va en avoir 58 autres derrière. D'accord. Et la question qui a été explorée, c'est quels sont les aspects de votre vie qui changent lorsque vous avez une poussée de lombalgie. D'accord. Ils ont recruté combien de patients? Alors, les critères de recrutement, c'était avoir 18 ans et souffrir de lombalgie.
Et ils ont fait des appels à recrutement auprès de patients qui étaient déjà recrutés dans des études. Ça, c'est une solution qui est assez facile, puisqu'on sait que les gens qui sont dans des études sont souvent plus facilement enclins à participer à d'autres projets. Ils sont adressés à des associations de patients, à des centres de santé locaux, et puis ils ont fait quelques appels sur les réseaux sociaux. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils ont recruté des patients jusqu'à ce qu'ils arrivent à ce qu'on appelle la saturation de données. C'est-à-dire qu'ils analysent au fil de l'eau les réponses au questionnaire, et quand il n'y a plus de nouvelles informations qui émergent de cette analyse, ils considèrent qu'ils ont à peu près traité tout le domaine, et à ce moment-là, ils arrêtent de recevoir les questionnaires. C'est quelque chose de solide en termes de méthodologie. Ça a montré que ça pouvait... Ouais, il me semble que dans les sciences humaines, c'est assez fiable. L'idée, c'est vraiment de tirer des informations générales. Qui soit extrapolable. Et donc pour ça, quand tu arrives à la saturation, a priori, on peut déterminer un moment, c'est bon, on n'a pas vraiment de nouveautés qui arrivent. D'accord. Donc on peut arrêter de récolter des données. D'accord. Et donc ils ont analysé les questionnaires de 130 participants. Et donc sur ces 130 participants, 128 étaient australiens, il y avait un Américain et un Canadien. Des égarés. Voilà, on ne sait pas trop comment ils sont arrivés là. Peut-être qu'il y a eu une annonce sur Twitter, ils se sont dit tiens, ça m'intéresse. Ouais. Il y a une majorité de femmes, à peu près 75% de femmes. Mm-hmm. On a une majorité de patients qui souffrent de lombalgie depuis plus de 9 ans, avec un maximum à plus de 40 ans. D'accord. Et l'échantillon s'étale de 22 à 72 ans. Donc on a vraiment des profils assez larges. Et des gens, alors je regarde, du coup, moi je découvre des gens... 82% de ces 130 patients qui parlent de lombalgie récurrente quotidienne, oui. Qui ont mal tous les jours. Déjà voilà. De base, qui ont mal tous les jours. Donc de base, on est chez des personnes qui ont un réel handicap. Et la lombalgie, c'est une des principales causes de handicap quotidien dans le monde. C'est quand même quelque chose d'assez important. Et il y en a 60 d'entre eux qui ont mal depuis entre 1 et 9 ans. C'est impressionnant, c'est des très longues durées. Et 30 qui ont mal depuis entre 10 et 20 ans. C'est effrayant hein, de voir qu'on n'a pas trouvé de solution pour ces gens-là. C'est vertigineux, ouais. Mais on en voit tous les jours, hein, des patients qui arrivent en disant bah voilà, j'ai mal au dos depuis mes 14 ans, depuis que j'ai 20 ans, oui. Et qui sont plus ou moins jeunes. C'est pour ça que ça me tenait un peu à cœur d'aller lire cette étude. Tu m'étonnes, je comprends bien. La question qui a été analysée au sein de cet article, c'est quels aspects de votre vie changent lors de vos poussées de lombalgie. Et donc, une fois analysées toutes les réponses apportées par les patients, il y a 4 grands thèmes qui sont sortis, 3 thèmes qui étaient très, très vastes et un thème un peu plus restreint. Donc les 3 premiers thèmes sont d'abord le sentiment d'invalidité, oui. Le deuxième, les changements d'humeur, le troisième, c'était l'utilisation de stratégies d'adaptation, comment est-ce qu'ils gèrent leur douleur, et le dernier, c'est un manque de compréhension de la part des autres. C'est ce dernier qui était moins représenté ? Alors ce dernier, il n'était pas moins représenté, il était moins étendu. C'est-à-dire qu'il y avait moins de variété dans les réponses. Ça tournait à peu près toujours autour de mes collègues ne comprennent pas, ma famille ne comprend pas. Ce qui est extrêmement important, moi. Je trouve extrêmement important et extrêmement difficile. Hein. Je dirais même mes soignants ne comprennent pas. Ce dernier point était finalement rapporté par peu de patients. Oui. Mais chez ceux qui en parlaient, c'était vraiment un élément très important. D'accord. Parce que ça avait un gros impact sur leur vie sociale, sur leur travail, voire même sur leur relation avec les professionnels de la santé. Ah bah voilà, c'est ce que je disais. J'ai souvent l'impression que ces patients qui ont mal depuis longtemps, ils ont fini par aller voir le médecin régulièrement pour parler du travail ou du traitement ophtalmique, mais qui n'attendent plus du tout du médecin qui leur explique. Oui, ça a l'air de ressortir. Tout à fait. Ils arrivent un petit peu désabusés en disant Pépère, t'es le 8e kiné que je vois. Oui. Je vois pas trop ce que tu vas apporter de plus par rapport au secteur. C'est ça. Ils sont plus dans une recherche de compréhension. De toute façon, pour eux, c'est à vie et ça va pas bouger. Et ils sont juste là pour essayer, plutôt dans justement les stratégies d'adaptation qu'une stratégie de guérison, quoi.
Ouais, mais on va revenir sur les stratégies D'accord. d'adaptation. Donc, le premier point, c'était les sentiments d'invalidité, Oui. qui a un impact tout d'abord sur leur vie sociale. C'est-à-dire que, comme ils ont mal, ils ont des difficultés pour sortir, pour aller voir leurs amis, ou alors ils se sentent obligés d'avoir l'air d'aller bien, alors qu'en fait, ils ont mal. Ils trouvent voilà, que c'est plus dur à cause de leur douleur, ça a vraiment cet impact sur leur vie sociale, dans le sens où ça les empêche d'en avoir une, et que quand ils arrivent à en avoir une, celle-ci est modifiée parce qu'ils sont obligés d'avoir cette tenue, et qu'en plus ça joue sur leur humeur. Donc voilà, c'est plus difficile d'avoir des relations sociales quand on a une humeur qui est changeante et qui est impactée par ça. De la même façon, ils évoquent leur travail et leur concentration, c'est-à-dire que comme ils ont mal, ils n'arrivent pas à se concentrer sur leur travail, d'où une perte d'efficacité, et ils ont peur que ça ait un impact sur la façon dont leur travail est perçu à la fois par leurs collègues et sur le retour qu'ils en ont de leurs supérieurs. Ce qui peut se comprendre. Ce qui peut se comprendre. Ce sentiment d'invalidité, il ressort aussi sur leurs activités de tous les jours. Certains la décrivent comme clairement dirigée par leur douleur. C'est-à-dire que ils vont régler leur journée par rapport à comment ils se lèvent le matin. Ils se lèvent, au bout d'une heure, comment ils vont. En fonction de ça, ils vont annuler leur sortie, ne pas pouvoir aller au travail. C'est des éléments auxquels on s'attend, évidemment, mais de le voir formulé clairement comme ça, c'est quand même assez intéressant. De le voir écrit, je trouve ça très fort, et je trouve que c'est une manière de reconnaître leur souffrance et leur handicap d'une façon dont on ne parle pas souvent. Oui, d'autant que certains évoquent même un impact sur leur sommeil, et d'autres parlent de sports auxquels ils ont renoncé à cause de la douleur. Oui. Tout ça, ça montre quand même un impact sur la qualité de vie qui est quand même énorme. Ce qui pourrait être une évidence, de dire, voilà, quand ils ont des poussées, ils ont plus mal, et c'est plus compliqué. Ça, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, mais par contre, je trouve ça important, et comme tu le dis, d'aller parler de ça, de ces gens qui doivent plus faire semblant que ça va, qui doivent plus se tenir, qui s'isolent un peu des autres, parce que ça fait partie du handicap lié à la lombalgie, et ce handicap-là, on en parle un peu moins quand même. Ouais, tu as raison. Un autre point de ce thème, sentiment d'invalidité, c'était la notion de dépendance aux autres, avec deux points de vue. Le premier, c'est l'impact sur l'estime de soi des gens qui, à cause de leur mal de dos, n'arrivent plus à faire certaines activités et qui ont besoin de l'aide des autres. Ouais. Et il y a un patient, je rapporte cette anecdote parce que je la trouve très belle, c'est un patient qui décrit qu'il a appris à demander de l'aide à son entourage plutôt que d'abandonner certaines activités. Il a été aidé à le faire ? Il a été aidé à le faire, oui. Je trouve cet aspect vraiment touchant. Quelqu'un qui, du coup, a appris à aller vers les autres pour être aidé. Voilà, c'était la petite minute émotion. Non, mais je pense qu'il faut, parce que ça peut tout à fait faire partie de notre prise en charge, en fait. Je ne sais pas si tu as de temps en temps ce sentiment que le patient qui vient vers toi, il est assez réticent à te demander de l'aide. Il ne sait pas bien pourquoi il est là parce qu'on lui a dit qu'il fallait qu'il vienne, mais il ne veut pas déranger, il ne veut pas dire que ça ne va pas mieux, il ne veut pas dire que ça n'a pas marché. Oui, il est un peu en retrait, dans l'attente sans en être réellement. Ouais. Parce qu'à force de se cacher un petit peu et de cacher sa douleur, c'est difficile de sortir, d'en parler, même parfois, ne serait-ce que d'en parler. Donc ouais, c'est important d'en parler. C'est intéressant comme approche, moi je retiens. Alors le deuxième thème qui ressort, c'est les changements dans l'humeur. Avec, c'est pas une surprise, un état qui est décrit par certains comme dépressif, d'autres qui parlent d'un manque d'entrain pour faire les choses, et enfin une frustration et une irritabilité parce que comme ils n'arrivent pas à faire les choses qu'ils faisaient avant ou qu'ils auraient envie de faire, du coup ils décrivent des sentiments de découragement, de peur, de conviction que ça n'ira jamais mieux. Ouais. Beaucoup parlent d'incompréhension de ce qui leur arrive. On en revient à un élément qui est beaucoup développé par la formation thérapie cognitive et fonctionnelle, qui est de donner du sens à la douleur. Et c'est des patients qui ne trouvent pas le sens à cette douleur. Oui. Un élément qui a interpellé les auteurs, c'est que ils ont quelques patients qui ont noté avoir des idées suicidaires. Ah oui, quand même. Par rapport à l'impact de cette douleur sur la vie quotidienne. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment pas à négliger chez nos patients.
Le troisième aspect, c'est les stratégies d'adaptation. Donc comment les patients gèrent leur douleur. Et là, il y a deux types de stratégies. Il y a les stratégies passives qui ont été utilisées par la plus grande partie des participants de l'étude. Alors ces stratégies, c'est d'abord augmenter la consommation de médicaments contre la douleur, Oui. avec en contrepartie les effets secondaires que certains peuvent avoir quand on arrive sur des antidouleurs un peu plus puissants. Un retrait des activités de peur d'augmenter la douleur, l'utilisation de la glace, de chaleur et le recours aux professionnels de santé. Alors attention, je pense que là il faut voir professionnels de santé avec une vision anglo-saxonne, c'est-à-dire que c'est les physios, c'est les ostéopathes, c'est les chiropracteurs, c'est les APA, tout ça un peu mis ensemble. Je ne sais pas s'il y a une référence aussi aux thérapies alternatives, c'est pas précisé. D'accord. Et à côté de ça, on a les patients qui ont eu recours aux stratégies actives, donc c'est un petit nombre. Alors ces stratégies, ça consistait à adapter leurs activités à ce qu'ils pouvaient supporter au moment de la douleur, et certains reportent que parfois ça a échoué. D'autres qui disent que quand ça se produit, ils se font une petite discipline, ils bougent plus souvent, ils changent de position régulièrement, ils s'étirent ou alors ils font leurs exercices. Voilà, donc on a deux aspects qui s'opposent un petit peu, vraiment le passif et les stratégies un peu plus actives qui sont moins employées. Du coup, là, le soin, au sens où nous on l'entend, il est uniquement cité dans les stratégies passives. Oui. D'accord. C'est-à-dire Oui. qu'il n'y a pas de mise en avant du rôle du physiothérapeute, par exemple, dans l'accompagnement aux stratégies actives, alors. En tout cas, ça ressort pas de la lecture de l'article. D'accord, c'est intéressant de voir où est-ce qu'on est laissé, nous. Où est-ce qu'on apparaît. Après, les données ont été récoltées en 2015. Donc Oui, enfin, peut-être que entre-temps les pratiques ont pu évoluer et donc si on refait l'étude dans quelques années, peut-être qu'on aura d'autres informations. qui sait? Espérons. Espérons, ouais. Et donc au final, la discussion de l'article, ils ont montré que les patients qui ont un fort sentiment d'incapacité, très souvent c'est associé à une modification de leur humeur. Voilà. C'est là où ils ont vraiment vu un lien. Ils ont aussi relevé que beaucoup de patients font remonter des émotions négatives. Oui. Et donc on le sait que ces émotions négatives entretiennent les phénomènes douloureux, facilitent l'apparition ou l'entretien de ces phénomènes douloureux. Et ils déplorent le recours massif aux stratégies d'adaptation passive. La science nous dit que c'est pas ce qui marche le mieux, et notamment que ce sont des facteurs de risque de chronicité. Plus on a tendance à se tourner vers le passif, plus on s'engage sur le chemin de cette chronicité. Voilà. Ils mettent en avant des limites, le fait que ce soit restreint au territoire australien, même si on a deux Nord-Américains qui se sont perdus dans l'étude, le fait que ce soit des sujets volontaires, les difficultés d'interprétation de certaines réponses courtes, qui parfois sont un peu... Voilà, le sens qu'on peut y donner est difficile. Par contre, ils voient un avantage au questionnaire tel qu'ils l'ont fait, c'est que comme c'est un questionnaire qui est individuel, anonyme, réalisé à la maison, les patients ont pu le remplir sans avoir de crainte d'être jugés, voire critiqués par la personne qu'ils ont en face. Ce qui est plutôt positif et ce qui fait qu'ils ont peut-être pu là dire des choses qu'ils ne disent pas habituellement à leurs soignants. Voilà. Ils peuvent aussi dire moins de choses parce qu'il n'y a pas de soignant qui est allé les pousser à aller chercher cet aspect-là. Ouais. Et donc, les implications cliniques de cette étude proposée par les auteurs, je pense que dans un premier temps, c'est d'écouter les patients parce que tous ces aspects négatifs, il faut savoir les dépister parce que si ça se trouve, ces patients, ils ont besoin d'être aussi réorientés vers des professionnels de la prise en charge psychologique. Et ça, c'est tout à fait notre rôle, en fait. Tout à fait notre rôle, voilà. Leur deuxième proposition, c'est de proposer des stratégies efficaces, des stratégies d'adaptation, sortir des stratégies passives et aider les patients à aller vers les stratégies actives et de les encadrer dans ces stratégies actives, ne pas leur dire juste aller faire du sport, aller marcher, ça ira mieux, mais revenir étudier comment ça s'est passé, est-ce que
ils ont eu un bénéfice? Est-ce qu'ils ont rencontré des difficultés? Comment on s'adapte à ces difficultés? Et moi, je rajouterais un point, c'est que finalement, on a vraiment besoin de faire ressortir le plus d'empathie qu'on peut pour ces patients, puisque on est encore face à des gens qui souffrent, et cette étude montre que le degré de souffrance est quand même assez extrême. On met longtemps, hein. Je sais pas toi combien de temps tu as mis à découvrir à quel point, quand le patient te parle de la douleur, la plupart du temps, c'est encore plus que ce que lui dit. Je ne sais pas exactement d'où ça vient, mais on est plutôt au début jugeant et à traquer les gens qui exagèrent, ce qui pour moi est une aberration et un scandale. Moi, c'était quelque chose que j'ai découvert un peu trop tard à mon goût et que j'essaye de ne surtout pas oublier, quoi. Je suis d'accord avec toi, et je nuancerai en disant qu'on est des enfants du modèle biomédical. On a été formé avec le modèle biomédical où on nous disait que la lésion était ce qui provoquait la douleur et que la lésion et la douleur étaient proportionnelles. Or, aujourd'hui, on sait que le modèle biopsychosocial et la plupart des études qui ont été menées depuis nous montrent que il y a d'un côté la lésion et de l'autre côté la douleur, et qu'il y a plein de facteurs qui vont influencer la douleur en dehors même de la lésion. Donc, soyons pas trop durs avec nous-mêmes. Là, c'est plus global parce que effectivement, ce que je déplore, c'est qu'à ce moment-là, quand il n'y a pas une vraie corrélation entre la lésion et la douleur, le premier réflexe soit plutôt d'imaginer une exagération et d'avoir un peu plus de mal à aller imaginer qu'il y a peut-être d'autres facteurs qui influencent la douleur. Après, je parle dans la sphère professionnelle, mais aussi dans la sphère privée. Quand on parlait de ces patients qui ne sont pas bien compris de leur entourage, je pense que typiquement, ça fait partie du problème. Le patient qui a fait un IRM et où il n'y a pas de hernie, c'est difficile pour lui, enfin souvent, je généralise, mais de justifier auprès de sa famille du handicap qu'il impose à tout le monde, entre guillemets. Absolument. Et donc là, on rentre dans le combo. Il n'arrive pas à donner de sens à sa douleur parce qu'il n'y a pas de lésion anatomique expliquant sa douleur, et dans le même temps, la difficulté du manque de compréhension par les autres. C'est ça. Et c'est ce que je trouve intéressant aussi dans cette étude, c'est comme quoi chaque thème s'imbrique dans l'autre et peut alimenter les autres thèmes. Il n'y a pas que des patients qui sont invalides, mais leur humeur va bien, mais leurs stratégies d'adaptation sont bonnes. C'est vraiment à nous de laisser le temps aux patients de nous évoquer ça, d'aller chercher, creuser de ce côté-là. Comment est-ce qu'il vit ça? Comment est-ce qu'il s'y adapte? Comment est-ce qu'il est entouré? Pour pouvoir derrière l'aiguiller, lui dire ça c'est bien, ça on va peut-être pouvoir l'améliorer, là-dessus on va essayer de vous aider. Ouais. C'est chiffré les liens entre les uns et les autres? Pas dans l'étude. D'accord. J'aurais bien aimé aussi avoir les données brutes. Ouais. Mais je n'arrive pas à les obtenir. Alors après, il faudrait que je me renseigne auprès de l'auteur. Moi, je trouve que cette étude, elle est intéressante. Je pense que on devrait, je sais pas, peut-être mettre ce papier dans les mains de toute personne qui va traiter un patient souffrant de lombalgie et éventuellement souffrant de troubles musculo-squelettiques, pour voir un peu par quoi il passe, et peut-être faire comprendre aux gens que ce dont les patients ont si besoin, c'est l'écoute du professionnel de santé. Et que ça peut tout à fait être notre rôle et de notre champ de compétences que de s'intéresser à ça. On pourrait également envisager de mettre ça dans les mains des stagiaires. Ça, je serais curieux de donner ça aux prochains stagiaires que j'aurai au cabinet, en lui disant, voilà, tu lis ce papier, puis tu me dis ce que tu en penses par rapport à ta formation et ton expérience. Bon, ça peut être un exercice assez intéressant. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cet article. Je vous encourage à le lire. Il est très court, hein, il fait à peine 6 pages. Vous trouverez le lien dans le blog. Donc n'hésitez pas et faites-nous part de vos commentaires dessus. Faites-nous part de vos expériences. On y répondra avec plaisir, et on vous mettra également le lien des articles qui ont été cités dans l'émission. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Sur le temps d'un lapin.